émission 19 consacrée à la dette. Alors l'intitulé c'est dette toxique, dette utile ou tracer la ligne. Bien. Voilà, Ça marche. Ça marche. On peut commencer. Nous allons commencer. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ah oui, on entend. C'est l'autre tente qu'on entend. D'accord. Ok. Bon, je m'appelle Pascal Richer, je suis journaliste au Monde. Donc, effectivement, ce thème de dette toxique, dette utile, est un thème qu'on entend assez souvent, puisque la dette, c'est à la fois ce qui finance l'économie, c'est le carburant de l'économie, et puis d'un autre côté, c'est mal considéré dans notre imaginaire. En allemand, Schuld, le mot dette, veut dire aussi culpabilité, vous voyez, c'est pour vous dire. Et puis, on considère assez souvent que dans la dette, c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, il y aurait une bonne dette et une mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qui finance l'avenir, c'est celle qui se rembourse. La mauvaise dette, c'est celle qui finance des modèles qui sont dépassés ou des biens qui perdent de la valeur. Donc pour parler de ces thèmes-là, et notamment, on va parler à la fois de la dette privée et de la dette publique, nous avons des panélistes très, très prestigieux et qui connaissent très bien le sujet. Mais d'abord, je vais vous présenter le coordinateur de cette session, qui est Olivier Garnier. Olivier Garnier est l'ancien directeur général de la Banque de France et il est aujourd'hui senior philo à l'Institut Montaigne. Voilà, alors à sa gauche, vous avez Serge Magdelaine, qui est directeur général de LCL, le Crédit Lyonnais, et qui a fait sa carrière au Crédit Agricole. Donc c'est notre banquier, c'est lui qui va ouvrir le bal. À sa gauche, Patricia Barbizet. Patricia Barbizet est aujourd'hui présidente de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Donc elle représente les grandes entreprises. Et elle était très longtemps chez Artemis, la holding de François Pinault, en tant que bras droit de François Pinault. Puis nous avons Christian Munsen. Alors Christian Munsen vous parlera en anglais. Vous avez des écouteurs si vous voulez. Christian Munsen est directeur du département stratégie politique et évaluation au Fonds monétaire international. À sa gauche, Bertrand Rambaud, président de Ciparex. Ciparex, c'est du capital investissement. Il est basé à Lyon. Et il utilise pas mal la dette pour faire des leverage buyouts, des rachats par effet de levier, et il vous en parlera. Et enfin, Benoît Tassou, directeur des réseaux partenaires de Amundi Asset Management. Donc lui, il investit dans la dette, notamment. Voilà, je vais laisser Olivier Garnier introduire la discussion. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots pour introduire le débat sur ce sujet dette utile, dette toxique. Bon, première remarque, il est indiscutable qu'il y a des besoins financiers qui sont utiles et qui sont même, je dirais, indispensables. C'est ce que je résume souvent par les 3D, décarbonation, digitalisation et défense. Alors, il y a quelque temps, le rapport Draghi avait chiffré pour l'Europe les besoins financiers de l'ordre de 800 milliards, donc près de 5 points de PIB de l'Union européenne. Aujourd'hui, avec ce qui se passe du côté défense et même du côté aussi IA, ce chiffre est sans doute encore plus élevé. Alors, pour que la dette supplémentaire pour couvrir ces besoins ne devienne pas toxique, je crois que la question, c'est moins celle de la qualité de cette dette, mais celle de sa quantité, et puis aussi du qui et du comment, c'est-à-dire qui finance et comment on finance. Alors sur le qui, il y a une première question dont on va discuter, qui est celle du public versus privé. Bon, sachant que surtout dans le cas de la France, on sait qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre, ce qu'on appelle l'espace budgétaire en bon franglais, il est quasiment, il n'existe plus. Alors, il y a quelque chose qui est assez à la mode aujourd'hui, c'est de dire peut-être qu'il faudrait faire de la ségrégation dans le calcul du déficit ou de faire, par exemple, des obligations pour financer la défense ou sortir certaines dépenses du déficit public. Alors, on parle beaucoup de règles d'or budgétaires. Alors, souvent, la règle d'or, ça veut dire, par exemple, on va autoriser les États à emprunter seulement pour financer de l'investissement. Ceci dit, si vous faites ce calcul pour la France en prenant l'investissement public au sens des comptes nationaux, vous arriveriez à un déficit public de 4,5% du PIB. C'est certes inférieur aux 5,1% de 2025 pour l'État, pour les administrations publiques françaises, mais c'est très au-dessus
du 3% qui serait à minima la condition nécessaire pour stabiliser le ratio dette sur PIB. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que finalement, une bonne dette, c'est-à-dire au sens de ce qu'elle finance, mais qui serait émise par un mauvais émetteur, finalement, ça reste une mauvaise dette. Et vous savez, dans le domaine de la monnaie, on dit souvent, il y a ce qu'on appelle la loi de Gresham qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et c'est un peu pareil dans le domaine de la dette. La mauvaise dette chasse la bonne, et même la bonne, à mesure qu'elle grossit, elle devient toxique. Alors pour terminer, il y a la question du comment aussi, dont on va discuter, notamment puisque j'ai dit c'est plutôt du côté du privé qu'il y a sans doute de l'espace en matière de financement, avec deux questions. Dans le domaine de la dette, c'est dette bancaire versus dette non bancaire. On a vu au cours de ces dernières années une forte augmentation de ce qu'on appelle le crédit privé, le private credit, qui pose un certain nombre banquiers, je prends ma casquette d'ancien banquier central, on se pose pas mal de questions de stabilité financière, mais surtout on a vu que l'appétit pour ces dettes-là commence à diminuer parce que notamment aux États-Unis, ces dettes-là étaient de plus en plus placées auprès, in fine, d'investisseurs individuels qui, finalement, ne peuvent pas nécessairement supporter la durée d'investissement que ça exige, et donc il y a un déséquilibre un peu actif-passif en matière de liquidité. Et puis l'autre question, c'est action-dette qui revient au premier plan. Au cours des 10 dernières années, finalement, l'essentiel des financements, même dans le secteur privé, se faisait par la dette. Même les entreprises aux États-Unis, vous prenez sur 10 ans, les émissions nettes d'actions étaient négatives. Les entreprises, d'ailleurs, rachetaient leurs propres actions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, vous avez vu les IPO géantes aux États-Unis. Donc la question qui se pose et que je vais poser aussi aux panélistes, c'est est-ce qu'on n'est pas finalement à la fin d'un cycle en matière de crédit et d'endettement et un retour du financement par fonds propres, avec bien sûr, ce qui contribue à ça, c'est le fait que les valorisations actions sont très élevées, donc c'est assez bon marché de se financer en émettant des actions, mais c'est quand même une vraie question, un retour des marchés actions. Merci Olivier. N'hésite pas à intervenir pendant la discussion. Et alors, on regardera peut-être 10 minutes à la fin des présentations pour un dialogue avec la salle. Serge Magdelaine, donc vous êtes notre banquier, notre prêteur. À partir de quand vous considérez qu'une dette, à partir de quoi, de quels critères vous considérez qu'une dette est toxique? Merci, bonjour à tous. Et moi, je suis toujours frappé de voir que le mot dette renvoie une connotation négative, alors que le mot crédit renvoie une connotation positive, alors que ce sont les deux faces d'un seul et même objet qui est le financement. Et au fond, l'étymologie de dette, c'est débérer, devoir, une obligation, c'est contraignant, c'est négatif, alors que crédit, c'est crédérer, c'est faire confiance. Et au fond, je soutiens la thèse que toute dette n'est plus toxique à partir du moment où on a la confiance de sa remboursabilité par l'emprunteur, indépendamment de l'objet. Donc indépendamment du niveau. Exactement. Parce indépendamment du niveau et indépendamment de l'objet. Olivier Garnier vient de dire la quantité, c'est quand même important, mais bon. Tant qu'on a une confiance dans la remboursabilité, je soutiens la thèse que la dette n'est pas toxique. Et je vais essayer de dire pourquoi cette question n'est pas que rhétorique, mais elle est devant nous pour les prochaines années, parce qu'au-delà des 3D qu'a évoqué Olivier Garnier, on a un besoin de financement qui est colossal dans les prochaines années, qui est lié à 3 facteurs. Le premier, c'est la fin du multilatéralisme. Vous allez dire, quel rapport entre multilatéralisme et dette? Au fond, on a détricoté tous les mécanismes de stabilité, OMC, OMS, UNESCO, Union européenne. Et le président Trump met fin au multilatéralisme en remplaçant l'ère du lead multilatéral dans lequel on aboutit à des traités, à l'ère du deal bilatéral dans lequel il y a 2 gagnants et une multitude de perdants. Et donc, comment survivre dans ce nouveau paradigme? Eh bien, en recréant des souverainetés. Souveraineté militaire, souveraineté alimentaire, sanitaire, industrielle, technologique. Donc, un fort besoin de financement pour restaurer nos souverainetés. Ça, c'est le facteur 1. Le deuxième facteur, c'est la décarbonation. Il a suffi d'une semaine de canicule pour qu'on se rappelle qu'on doit décarboner à marche forcée. Et dans la décarbonation, il y a évidemment l'atténuation du CO2 qui nécessite de gros investissements. Mais quand on atténue ici et maintenant, on aura des résultats dans 10 ans et ailleurs. Et donc, il y a un investissement qui est beaucoup plus héroïste dans la décarbonation, c'est l'adaptation. L'adaptation de nos logements, l'adaptation de nos processus industriels, l'adaptation de nos infrastructures. Là aussi, gros besoin de financement. Et enfin, le troisième
facteur, c'est le facteur de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai la conviction que l'intelligence artificielle, c'est la 5e révolution industrielle. Après le charbon en 1760, après le pétrole et le moteur à explosion en 1860, après le nucléaire en 1960 et les NTIC en 2000, on assiste à la 5e révolution industrielle et donc une nécessité d'adapter tout notre parc industriel pour construire des data centers à haute intensité, des LLM surpuissants et toute une batterie d'agents. Et donc là aussi, 3e facteur d'augmentation des besoins de financement. Alors comment on finance tout ça? Alors comment on finance tout ça, sachant que on est tous d'accord que la dette publique est au taquet de sa soutenabilité, on va avoir besoin de la dette privée. Je rappelle quand même que la dette privée, c'est 75% de la dette bancaire. Et le Crédit Lyonnais est un des acteurs et va prendre toute sa part dans le financement. Je rappelle quand même qu'on injecte 100 millions d'euros par jour dans l'économie française en matière de financement. Et là, je voudrais souligner l'incongruité de décisions politiques qui sont passées vraiment en dessous des radars et qui concernent BAL 4. Alors BAL 4, c'est un truc qui est un peu rébarbatif, il ne faut pas dire chiant, c'est des règles prudentielles. C'est des règles prudentielles, pour pas que les banquiers fassent des bêtises. C'est des règles prudentielles qui ont été inventées par les Américains à la suite de la crise financière qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée pour protéger d'une future crise. Ce sont des règles qu'ils imposent aux Européens. Mais ce n'est pas que les Américains. C'est eux qui ont été à l'impulsion. BAL, c'est l'ensemble des banques centrales mais du monde entier. C'est eux qui ont impulsé ça. Et nous, en Europe, on applique strictement les règles de BAL. Et il y a eu une décision de l'Europe qui consiste à augmenter de 13% le renforcement des fonds propres des banques européennes. À ISO fonds propres, ça veut donc dire qu'on vient de priver par cette simple décision les banques européennes de 2000 milliards de financement. Oui, mais on peut voir ça comme effectivement des règles de prudence pour éviter les dettes toxiques. Bien sûr, les banques européennes sont les plus capitalisées du monde et on renforce encore leurs besoins de fonds propres. De l'autre côté de l'Atlantique, Trump a pris une décision inverse. Il a diminué de 5% les besoins en fonds propres des banques américaines pour libérer 2600 milliards de dollars de financement pour les banques américaines. Donc avec 2 décisions, on vient de créer un écart de souveraineté financière pour l'Europe de 4600 milliards d'euros. Et donc je terminerai sur le... D'accord. Pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, mais le problème, il vient plutôt de Trump qui ne respecte pas ces règles prudentielles. Si tout le monde respectait ces règles prudentielles, il n'y aurait pas de problème. Mais là, s'il y a une concurrence entre les banques par le bas, si je puis dire, ça peut aussi poser un problème pour la stabilité financière, non? Non, mais le sujet, c'est est-ce que les banques européennes sont solvables avec leur niveau de fonds propres? Et il est démontré qu'elles sont ultra solvables. D'accord. Et donc, renforcer ce niveau de solvabilité, c'est priver de financement dans l'économie. Ok. Et je terminerai par la notion de confiance, qui est nécessaire. Et le Premier ministre Lecornu a dit hier qu'il pensait qu'avoir un budget en France en 2027 était une impérieuse nécessité, et je partage cette nécessité. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà. Il nous faut un business plan France 2032 qui fixe pour un horizon de 5 ans, avec une vraie stabilité normative, une vraie stabilité fiscale, les grandes lignes stratégiques du développement de la France. Et je pense que c'est une impérieuse nécessité si on veut restaurer la confiance dans le remboursement de toute dette, qu'elle soit publique ou privée, que d'avoir ce business plan France 2032. Merci beaucoup, Serge. Patricia, alors moi j'ai une question pour toi en tant que représentante des grandes entreprises. Est-ce que les grandes entreprises ne comptent pas sur les États pour financer tous ces besoins dont on a parlé, notamment la décarbonation, la transition énergétique, mais aussi la défense, les dépenses de défense qui sont très importantes, ou le numérique? Est-ce que, au lieu d'y aller, d'investir à fond dans ces secteurs, est-ce que les entreprises ne comptent pas sur les États pour le faire? Non, elles comptent tout à fait sur elles-mêmes. D'abord, la question qui était de savoir si la dette était toxique ou pas toxique. En fait, elle est toxique quand elle finance le passé et elle est extrêmement utile quand elle finance l'avenir, et notamment les besoins d'investissement. Et c'est à cette seule condition de financement des besoins nouveaux qu'on aura un taux de croissance réel, et ça, c'est crucial pour nos pays. C'est un peu la mère de toutes les batailles, c'est quand même d'avoir de la croissance et de ne pas stagner. Alors, d'autant plus que, Olivier l'a rappelé, mais les besoins sont gigantesques. La transition climatique, la défense, l'innovation, le numérique, la réindustrialisation, parce que c'est également un vrai sujet. Tous ces sujets-là, il faut vraiment les mener complètement, et ça va requérir des montants considérables. On parle en dizaines de milliards d'euros. Si on veut tenir le net zéro
à 340 milliards le gap d'investissement nécessaire. Le réarmement, c'est 120 milliards à rajouter. La course technologique, c'est encore 100 milliards. Et Guillaume le dit partout et tout le temps, et il le dit fort et vrai. Les gros acteurs du numérique sont en concurrence féroce pour nous, parce qu'ils sont capables d'investir énormément, et nous, on doit être capable d'investir énormément. Et donc, ça fait, sur ces 3 transitions, un montant de l'ordre de 800 milliards d'investissements par an, d'euros par an. Et donc, si la France et l'Europe ne veulent pas décrocher, il va falloir absolument qu'on investisse plus, qu'on investisse mieux et qu'on investisse vite, avec une profondeur d'investissement qui sera très grande, et donc une profondeur financière qui sera très grande. Alors, c'est sûr que l'État ne fera pas tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition réelle entre dette publique et dette privée, sauf dans les finalités. Mais dans le but, ce qu'il faut, c'est avoir de l'argent pour financer tous ces investissements. Et on a besoin d'un continuum de financement. On a besoin de fonds propres privés pour absorber le risque, c'est ce que tu disais. On a besoin de profits pour autofinancer l'investissement. Si on investit que à perte, ça ne marchera pas. On a besoin du crédit bancaire, énormément. On a besoin des marchés de capitaux qui soient plus profonds, qui soient aussi agiles que possible et qui soient limités par aussi peu de règles, de contraintes possibles. Et on a aussi besoin de temps en temps d'une intervention publique, d'une garantie ou d'une intervention quand l'horizon d'un investissement dépasse l'horizon qu'une entreprise peut accepter. Alors, quelle réalité on voit en ce moment, et je crois que même le Premier ministre l'a rappelé hier, et toi tu l'as dit aussi, on est en butée. Les marges sont assez inexistantes en France pour l'emprunt public, sauf à dire qu'on part vraiment autre. En revanche, la dette est utile, la dette publique, elle est utile quand elle finance des biens publics de long terme. Ça, elle est même irremplaçable. C'est-à-dire la recherche, les infrastructures, l'énergie, la défense, la formation. Ça, il faut effectivement que la puissance publique les prenne en compte. Ça, on en a besoin énormément aujourd'hui. On en a besoin énormément. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer qu'il faut augmenter aussi la dette publique, quitte à la stabiliser ensuite, mais on va sûrement avoir besoin de l'augmenter encore, mais surtout de la financer peut-être différemment. D'accord. En revanche, si on finance des dépenses courantes non financées par autrement, ça, c'est une catastrophe pour le pays, et c'est ça, dans certains cas, ce que le budget fait. Et donc, on doit avoir une gestion plus équilibrée, et que le mantra de l'État, ce soit aussi de financer la croissance. Parce que plus de dette publique, c'est forcément à un moment donné plus d'impôts. Il n'y aura pas d'autre moyen de les rembourser. Alors on a de la chance, on a un système financier extrêmement solide en France, on a des banques qui sont solides, on a des investisseurs institutionnels qui, eux, ont des horizons longs et qui peuvent accompagner ce mouvement pour avoir une longueur. On a un savoir-faire en termes de projet qui, lui, est dans le secteur privé. Et donc c'est cette coopération qu'il faut donner en ne mettant pas trop de blocages réglementaires, trop de blocages fiscaux dans les refontes de partenariats public-privé qu'on a beaucoup connus à un moment donné, qu'on connaît moins maintenant, mais qu'il va falloir probablement remettre. Et c'est sûrement pas avec certaines mesures qu'on vit maintenant dans les projets de loi de finances, avec un taux d'impôt considérable qui nous rapproche des plus grands. C'est pas en faisant sécession, c'est vraiment en travaillant tous ensemble pour mobiliser tous ces facteurs qu'il faut absolument mobiliser. Le premier qui est essentiel, c'est un facteur européen. Mobiliser l'épargne européenne. Alors, je ne suis pas la première à le dire, ça fait au moins 2 ou 3 ans que depuis le rapport Draghi, depuis le rapport Letta, depuis le rapport Noyer, on explique aux Français qu'il y a une épargne considérable en France et en Europe, et que cette épargne part aux États-Unis pour être revenue en France, réinvestie en France en rachetant nos entreprises ou en investissant dans le capital de nos entreprises. Et donc ce phénomène qui fait qu'on a une grande épargne et qu'au lieu de la mettre directement dans la capacité productive française et européenne, on l'envoie aux États-Unis dans les fonds de pension qui ensuite rachètent nos entreprises, ça, il faut vraiment essayer d'arriver. La deuxième chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut améliorer le cadre réglementaire et fiscal des entreprises. C'est de la capacité des entreprises à dégager du profit qu'on mènera une activité d'investissement qui est absolument cruciale. Donc il faut un régime fiscal et réglementaire qui soit favorable à cet investissement, qui encourage la prise de risque, qui encourage la taille et la montée à l'échelle,
Et il faut aussi, probablement, en tout cas en Europe, refaciliter les concentrations. On a été trop strict en disant on sépare tout le monde et on évite de construire des grands ensembles. Ça, je pense qu'il faudra probablement y revenir. Tout ça, c'est au niveau européen et c'est évidemment avec les acteurs privés de façon extrêmement importante et impliquée. Ce qui n'empêche pas que l'État a un rôle essentiel, mais qui doit être plus clair. L'État ne peut pas tout, avait dit un Premier ministre il y a très longtemps, et il ne doit pas tout non plus. Donc il faut clarifier le rôle de l'État dans l'économie. Et pour ça, il faut que l'État commence par stabiliser ses finances publiques, parce que sinon, il capte tout l'espace de financement et au détriment des autres, ou alors il est contraint d'alourdir la pression fiscale. Donc la dette toxique finance l'inertie, ça empêche l'investissement et ça affaiblit la croissance. Alors en revanche, la dette saine, qui est maîtrisée dans ses objets, dans ses intérêts, dans ses prélèvements, finance des actifs et renforce notre souveraineté. Et c'est ça qu'il faut lutter. Donc il faut garder un cadre réglementaire qui nous permette de le faire. Il faut partager les risques quand il s'agit des infrastructures. Personne, ni l'État, ni nous-mêmes, ne pouvons faire tout seul. Il ne faut pas se substituer aux entreprises, mais il faut les aider à partager ce risque parce qu'elles ont une capacité à le faire. Et ce qui permettrait à l'État de se concentrer sur ses missions, qui est l'État de droit, la formation, la recherche fondamentale et bien sûr les fonctions régaliennes également. Mais ces 3 points que j'ai cités, c'est extrêmement important que l'État s'en saisisse et de mettre des actions majeures là-dessus. Merci Patrick. Donc voilà. Donc le débat est stratégique, pas moral, et il faut arriver à cette stratégie. Merci beaucoup. Donc là, nous passons la parole à Christian Munsen, donc, du FMI. Alors, Christian, j'ai parlé avec vos services pour préparer cette table ronde. Et ils m'ont dit, bon, pour nous, le problème dette toxique, dette utile, c'est plus vraiment la question. C'était la question avant 2020, mais maintenant, la question, c'est l'absence de marge de manœuvre financière des États et le fait qu'ils ont extrêmement de mal à trouver des financements. Donc, est-ce que vous confirmez ça? C'est plus une question importante au FMI, de faire la distinction entre une dette toxique et une dette utile? En anglais, si vous permettez. Mais il a préféré. Français, mais si vous permettez, je vais parler en anglais pour être précis. Alors, la question de base aujourd'hui reste, qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte que le financement public reste stable dans un monde en évolution constante? Donc, je vais aborder 3 sujets. D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui internationalement à la dette publique? Deuxième, pourquoi c'est un problème à l'avenir? 3, qu'est-ce que le FMI recommande? Première question. C'est une image, un tableau, une image intéressante en France et à l'international. En 2019, juste avant la pandémie de Covid, la dette publique était à 82% du PIB. Aujourd'hui, c'est 94% du PIB. Et on imagine que la dette publique va devenir 100% du PIB d'ici 2029. Donc, c'est une augmentation rapide. Cette augmentation est à cause des économies américaines et chinoises. Un facteur pour expliquer ceci est une série de chocs importants. Alors, la pandémie, le choc de la guerre Russie-Ukraine et la guerre plus récente au Moyen-Orient. Deuxième, une croissance lente et pas vraiment de perspective de croissance dans beaucoup d'économies assez sophistiquées, surtout en Europe. Et troisièmement, un progrès limité dans la consolidation fiscale après la pandémie. Les déficits budgétaires restent trop élevés pour descendre ces ratios globalement. Le déficit budgétaire moyen est 5% de PIB. C'est plus élevé aux États-Unis et en Chine, où c'est entre 7 et 8% du PIB. Et c'est plus inférieur dans la zone euro, où ça correspond à 3% du PIB. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est important?
Alors la raison est que d'un côté, les dettes élevées veulent dire que l'espace fiscal se rétrécit. Il y a moins de marge de manœuvre, comme vous l'avez dit, et par la même occasion, les pressions sur le financement public augmentent parce que nous sommes dans un monde où on peut s'attendre à des chocs plus fréquents, y compris dans l'approvisionnement. C'est très difficile de faire face à ces chocs d'approvisionnement, surtout lorsqu'on essaie de faire une stratégie quand on a une banque centrale. Deuxième, le niveau moyen de taux d'intérêt est beaucoup plus élevé aujourd'hui que dans les 2010. Et ça veut dire que les factures d'intérêt ont augmenté de 2% du PIB à 3% du PIB. Dans un court laps de temps, depuis 2020. Et troisième point, il y a des transformations qui se déroulent actuellement. Vous en avez évoqué plusieurs. Premièrement, il y a le changement démographique. C'est très important pour les pays développés, là où on a des systèmes de retraite et des systèmes de santé très importants. Il y a la transition climatique et énergétique qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est décideur politique. Et troisième, la fragmentation géopolitique qui a un impact et sur le commerce et sur le besoin de dépenses en sécurité. Et troisième point, il y a une transformation technologique importante qui se déroule actuellement et c'est en partie une bonne nouvelle et je vais y revenir, mais une transformation qui doit être abordée par la politique publique. Donc, il y a une préoccupation à savoir si les gouvernements ont le marge de manœuvre pour faire face à ces pressions. Ils doivent trouver l'équilibre dans tous les pays. Mais maintenant, j'arrive à mon dernier point. Quel conseil peut-on donner au FMI? Oui, c'est la réponse à ma question qui arrive. Alors, pour répondre à votre question, nous nous concentrons sur l'efficacité et la qualité de la dépense publique. Il faut cibler les objectifs sociaux et les objectifs de croissance long terme, plutôt que donner un soutien fiscal. Ça veut dire que l'investissement public qui peut solliciter la croissance, ça veut dire cibler un soutien social pour aider les plus vulnérables au niveau santé et retraite. Deuxième point, dans beaucoup de pays, il faut garantir des revenus. Et il y a une différence d'un pays à un autre. Dans les marchés émergents, il faut augmenter les revenus par rapport au PIB, tandis que dans un pays évolué, il s'agit plus de faire un système fiscal qui soutient la croissance. Une autre partie importante, c'est la crédibilité. La crédibilité du cadre fiscal à moyen terme. C'est important parce que les investisseurs privés doivent être rassurés que le financement public est durable. Et ça va permettre de réduire les coûts pour les gouvernements. Et puis, surtout, ce qui est important de dire, c'est que tout ne peut pas être résolu avec les politiques fiscales et budgétaires. La viabilité de la dette, la soutenabilité de la dette doit prendre en considération la dette qui doit être divisée par le PIB. Donc cela dépend du dénominateur du PIB. Alors le secteur privé endosse un rôle clé en la matière, notamment pour piloter les investissements, les gains de productivité, et puis le secteur privé est une source importante de financement. Donc, ce qui est d'une importance capitale, c'est d'avoir une politique fiscale qui repose sur des réformes de croissance structurelle. Il s'agit de tirer au mieux parti des avantages et des avancées technologiques et cela permettra d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans le marché du travail, dans les nouvelles technologies. Par ailleurs, les gouvernements ont un rôle à jouer pour créer un bon climat d'investissement, c'est-à-dire réduire la bureaucratie
Et c'est vrai, dans les pays à faible revenu, c'est une question de gouvernance et de l'état de droit. Et puis, il faut prendre en considération le secteur financier qui doit jouer un rôle clé. Donc, comme on l'a déjà dit un petit peu plus tôt, mobiliser le financement privé est essentiel au sein de l'Union européenne. Nous avons parlé de l'Union européenne de l'épargne. Il s'agit de mettre en place cette union d'investissement de l'épargne. Cela permettra d'avoir un PIB de 3%. Donc, bien sûr, ici, il faut reconnaître les limites de la dépense publique. Donc, en fait, vos financements publics doivent être en ordre et puis surtout, il faut créer un cadre propice pour le secteur privé. Vous posez la question sur aussi, est-ce qu'il ne faut pas annuler quelques dettes de pays du Sud global pour améliorer leur sort, mais bon, on verra tout à l'heure. Alors, on passe maintenant à Bertrand Rambaud. Alors, Bertrand Rambaud, vous dirigez Ciparex. Ciparex, vous êtes dans le private equity. Et le cœur de votre métier, ce que je disais tout à l'heure, c'est le LBO, le leverage buyout. Donc, on emprunte de l'argent, on rachète une entreprise, et ensuite, on rembourse avec la bonne santé retrouvée de l'entreprise, si je résume un peu brutalement. Alors, il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale conduit par Aurélie Trouvé, députée LFI, et Emmanuel Mandon, député MoDem, qui a extrêmement sévèrement critiqué cette industrie du LBO. En gros, l'accusation, c'est de dire le LBO, ce sont des gens qui utilisent la dette, effectivement, pour faire le biais, mais pour pouvoir rembourser cette dette, ils sont obligés de faire cracher les entreprises cibles et donc de leur imposer des taux de rentabilité très forts, de couper les coûts de façon très brutale, etc. Et donc, c'est un comportement de prédation. Donc, évidemment, vous allez vous défendre maintenant. Je vous laisse la parole. Est-ce que votre métier, c'est la dette toxique, justement? Alors, juste avant, je vais évidemment répondre au point. Bonjour à tous. Vous avez tout à l'heure tous évoqué les sujets des 3D et puis les grands enjeux de l'économie qu'évidemment je partage pleinement. J'en rajouterai un qui est absolument majeur et je vais prendre la lettre T, qui est celui de la transmission des entreprises. Nous sommes, et on en parle depuis des années, et aujourd'hui, c'est un enjeu absolument considérable et vous avez tous relevé que le gouvernement récemment a remis ce sujet et à très juste titre sur la table. Alors le LBO, je ne vais pas vous donner un cours de LBO, je vous rassure, mais à quoi ça sert le LBO? Ça sert, c'est une réponse, ce n'est pas la réponse, mais c'est une réponse pour assurer la transmission des entreprises. Donc le LBO répond à un vrai besoin du financement, de l'économie et des enjeux que nous avons en face de nous. Et on le verra sans du tout être en contradiction par rapport aux grands enjeux de financement que nous avons devant nous. Donc effectivement, un rapport est sorti il y a 3 semaines, 1000 pages, 800 pages de compte-rendu d'entretien, 300 pages à charge. Donc je suis un prédateur, effectivement, avec tous mes collègues qui sont dans la salle. C'est un rapport, je pèse mes mots, qui est honteux. Il est honteux parce qu'il est dogmatique, il donne qu'une version des choses, il n'est pas honnête intellectuellement. Et je pense que quand on est une élue de la République, on a le droit de penser ce qu'on veut sur les fonds d'investissement, mais on se doit quand même de reporter les éléments qui vous sont transmis dans les auditions que vous avez menées. Enfin, je pense que c'est juste la base dans une démocratie. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je me permets quand même de le dire. Et d'ailleurs, je ferai aussi référence aux propos du Premier ministre hier, qui a évoqué dans ses 3 points d'inquiétude le rapport à l'économie renversée. Et je pense que ça, c'est l'illustration de l'économie renversée. Parce que, oui, c'est écrit par LFI. Alors, on va se dire, OK, c'est LFI. Mais tout ça, c'est diffusé derrière. C'est lu, c'est diffusé dans la jeunesse. Il y a de la jeunesse avec nous aujourd'hui. Et quand vous lisez ça, vous pouvez être marqué par ça, alors que c'est faux. Et je pense que c'est important. On a tous le devoir de le rappeler et de le dire. Alors, je ne vais pas vous envahir de chiffres, mais je voudrais quand même vous en donner 2, parce que quand on est attaqué comme ça, on peut se défendre de façon qualitative. Mais moi, je suis un homme de chiffres et j'aime bien faire parler les chiffres. Il faut revenir aux données. C'est quoi le LBO en France? C'est 750 opérations de transmission d'entreprise par an.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de la dette qui est injectée, ce qui est la pure réalité, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de capital qui est injecté, ce qui est le rôle d'un fonds de private equity comme Ciparex. Sur ces 750 opérations, et notre industrie elle a 40 ans, donc on a du recul, on a 95% de succès. Alors oui, il y a 5% d'échecs, ok, mais il y a 95% de succès. Succès, c'est-à-dire d'opérations qui se sont bien réalisées, qui ont pu être vendues avec des plus-values, alors plus ou moins, hein, elles sont parfois exceptionnelles, parfois... Mais en tout cas, quand je parle de 5% d'échecs, c'est une entreprise qui part au tapis. Voilà, donc c'est 5%. Et donc, comme le dit le président de la Commission dans son rapport introductif, puisqu'il est évidemment pas du tout d'accord avec la rapporteuse, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Oui, c'est vrai, on peut en parler, c'est une réalité. Et il y a eu des excès, j'en dirai quelques mots. Mais globalement, il faut avoir en tête que ça se passe bien. Et je donnerai aussi un chiffre sur l'emploi, parce qu'on n'est pas des destructeurs d'emplois, c'est totalement inexact. Je regarde, là c'est les chiffres de notre profession, France Invest, 2020-2024, 310 000 emplois créés dans les fonds dans les participations sur LBO, plus de 4% de croissance des effectifs par an, c'est par rapport à 1% en moyenne sur la même période. Bref, je vais arrêter là les chiffres. Juste, vous me disiez avant cette session qu'en fait le métier avait quand même beaucoup changé, qu'il était moins vertueux autrefois et qu'il est un peu plus vertueux aujourd'hui. Alors, tout à fait. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, sans les LBO, il n'y aurait pas des dirigeants, des patrons, des managers qui deviennent entrepreneurs. C'est la grande vertu de ce métier du LBO. Il n'y aurait pas des cadres qui deviennent actionnaires. Il n'y aurait pas des salariés qui deviennent actionnaires. On a parlé hier du partage de la valeur. Ça a été beaucoup évoqué. C'est par les LBO qu'on y arrive. Alors oui, moi je fais ce métier depuis 30 ans et j'ai vu en 30 ans, et heureusement d'ailleurs, les opérations par nature qui ont énormément évolué. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience fortes du monde bancaire, du monde des fonds de private equity, des entrepreneurs, des conseils pour faire des montages plus adaptés, plus sécurisés. On a vécu des crises. Et oui, il y a eu des excès. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu des excès. Et il y a eu de la dette toxique quand on va mettre des effets de levier trop importants par rapport à des modèles économiques qui nécessitent des gros capitaux d'investissement, qui peuvent être volatiles. Enfin, oui, évidemment, il y a eu parfois des excès. Mais dans la grande majorité, on a des fonds français qui investissent en France et qui se comportent bien. Et la vraie réponse du LBO est aussi un élément de souveraineté, parce que ça permet de garder des sociétés chez nous, en France. Alors, on en parle tout le temps, mais c'est une réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse, mais nous avons 50 participations LBO chez Ciparex. Sur un grand nombre, si on n'avait pas fait ces opérations, ces sociétés seraient aujourd'hui détenues par des entreprises étrangères. Donc là aussi, on travaille. Merci. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, là où les choses ont évolué, on dit souvent, vous l'avez dit en introduction, la dette est à la charge de l'entreprise, elle paye les frais financiers, elle paye les remboursements. Mais ce n'est pas totalement exact. Je ne vais pas faire de technique devant vous, mais en partie, c'est vrai. Mais en grande partie, qui paye à la fin, c'est l'actionnaire. Parce que les dettes sont dans des holdings. Et donc, si l'opération se passe bien, quand on revend la société avec les produits de cession, on arrive à rembourser les dettes et à rémunérer l'actionnaire. Si ça ne se passe pas très très bien, on va d'abord rembourser les dettes et c'est l'actionnaire qui ne sera pas rémunéré de son investissement. Donc gardons bien ça en tête et sortons des images ou des préjugés qui, je le répète, ne sont pas exacts, même si vigilance dans une économie qui est volatile. Merci Bertrand. Alors juste pour avoir un petit peu de temps pour les questions, Benoît Tassou, donc Amundi, vous êtes l'investisseur. Moi j'ai une question à vous poser. Bon, on dit que la dette publique, notamment la dette publique française, est dangereuse, qu'il faut absolument stopper son emballement, etc. Mais sur les marchés, il y a un appétit énorme pour la dette publique française. Et d'ailleurs, le spread avec l'Allemagne reste assez tenu. Donc on a l'impression que, finalement, elle n'est pas si toxique que ça. Il y a un appétit pour la dette publique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un tel appétit? Est-ce que c'est parce qu'il y a une aversion au risque? Les gens ne veulent pas investir dans les entreprises privées, préfèrent mettre leur argent dans la dette publique? Ouais, c'est vrai que en tant qu'asset manager, on intervient pour le compte de grands investisseurs institutionnels, qui peuvent être des grandes compagnies d'assurance, des fonds de pension, voire des souverains. Et vu de leur point de vue, c'est effectivement la dette publique ou l'OAT, c'est pas qu'un fardeau, c'est une classe d'actifs à part entière, particulièrement profonde, liquide. Donc pour eux, ils apprécient, ils interviennent en tant qu'investisseurs sur deux critères. D'abord, ils évaluent le risque.
qui est caractérisée par les perspectives de croissance, la trajectoire de déficit de dépenses publiques, l'évolution des recettes fiscales et l'évolution de la notation de la France au sein de la zone euro. Et le deuxième critère, c'est la rémunération qui est donnée par l'agence France Trésor lors de ses émissions. Et à partir de là, tant que ces deux éléments-là sont cohérents, c'est une classe d'actifs incontournable qui rentre dans les allocations. Effectivement, aujourd'hui, une rémunération à 3,60 dans la zone euro, tant que sans oublier effectivement que tant que le taux de la dette de l'OAT est supérieur à l'inflation, il y a une rémunération pour l'investisseur. Comme vous le dites, il se compare toujours en relatif par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie. Et enfin, ne pas oublier qu'un émetteur souverain comme la France tire ses ressources des recettes fiscales, des ménages, des entreprises, des touristes. Et ce qui fait les contraintes de nous contribuables fait des opportunités pour les investisseurs. Ce qui pose question. Je comprends ce que vous voulez dire, qu'il n'y a pas de risque parce qu'on sait que l'État peut toujours financer avec l'impôt. Les élastiques se tendent, on le sait. Effectivement, ce qui pose débat, c'est l'usage qui est fait de ce que l'OAT, finalement, la dette, l'OAT, quel usage en fait-on? Et donc, effectivement, la problématique, c'est la proportion. Aujourd'hui, elle sert à financer les dépenses courantes et non dans les investissements productifs. Donc, la dette, elle n'est pas au bon endroit, si je puis dire. Et du coup, le marché en tient compte. C'est ce qui fait que ça fait une tension. Donc, le marché en tient compte, donc l'investisseur demande une rémunération plus élevée, ce qui fait une tension sur les taux. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la dette soit mieux utilisée, mieux fléchée? Aujourd'hui, en fait, la France a un certain nombre d'atouts. Il y a tous les tissus d'entrepreneurs, des grands leaders, effectivement, dans certains secteurs, du luxe, de la pharmacie, de la finance. Et il y a aussi le niveau d'épargne. C'est ce qui caractérise la France, c'est le niveau de surépargne. Et alors, les Français sont les champions de l'épargne, mais pas du patrimoine, puisqu'il est principalement investi, ce patrimoine, en 6 500 milliards. Il y a un tiers qui est en dépôt, qui dorment, entrepris dans les dépôts en épargne réglementée, un tiers en assurance vie. Ça, c'est bon pour Serge Magdelaine. Ça peut faire du crédit bancaire derrière, mais en termes de performance et d'orientation sur plutôt des produits longs, il y a un sujet donc de rentabilité à la fois pour l'investisseur particulier et puis surtout si on peut orienter, si l'industrie financière, les intermédiaires peuvent orienter cette épargne, la réallouer vers des produits longs, effectivement il y a un alignement d'intérêt, on prend un peu plus de risques, prendre un risque de liquidité aussi et avoir un meilleur rendement et flécher l'épargne des Français vers des actifs productifs et créer les conditions de la croissance et de la productivité de demain. D'accord. Merci beaucoup. Benoît, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore quelques minutes. Il y a une question là, le monsieur. Pas que des messieurs. On a déjà beaucoup de messieurs sur cette estrade. Good morning. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Micro, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Oui, nous avons parlé de la dette souveraine. Et la question est la suivante. Quel est le pourcentage des dettes toxiques pour une nation? Mais le pourcentage de cette dette toxique, et comment est-elle tarifiée? Quel est le mécanisme de tarification de la dette toxique? Et que fait le régulateur pour donner des conseils sur les risques liés à cette dette toxique qui ont un impact sur la dette souveraine? Merci. Est-ce que la dette est bien pricée? Is debt well priced? Qu'est-ce qu'il faut pour... Notre ami du FMI pourra parler de la dette publique, mais je crois que si j'ai bien compris la question c'est de savoir quel pourcentage de la dette est aujourd'hui bien pricé. Je veux dire, dans un marché ouvert et concurrentiel, toutes les dettes sont bien pricées. Elles sont pricées à la hauteur du risque que vous prenez. Donc, au fond, quand vous financez un crédit habitat avec très peu de risque, vous allez avoir du 3,50 et c'est le risque est correctement payé. Quand vous financez une entreprise avec un LBO, par exemple, sur lequel il peut y avoir effectivement un risque de retournement de marché notamment, là, vous allez avoir du 5, 7, 8, 10, 15% parfois. Et donc, au fond, dans un marché ouvert et concurrentiel, je dirais que l'ensemble des dettes sont correctement pricées. Est-ce que les dettes d'État sont correctement pricées? Ça, je laisserai peut-être à notre stratège du FMI répondre.
Christian, you want to add a word? No, it's a good question. C'est une bonne question pour les pays avancés, notamment les pays européens. Si on regarde le stock de dette est bien tarifié par le marché. Donc c'est très difficile de deviner quelle sera la tarification. La tarification change en réalité. Mais en réalité, il s'agit de parler des dettes toxiques. Mais cela porte aussi sur les choix à prendre par le secteur public. Par exemple, les dépenses courantes seront beaucoup moins productives que les investissements productifs. Donc il faut que les finances publiques soient viables, durables, et il faut s'assurer que la tarification de la dette publique soit tout à fait abordable d'un point de vue financier. Merci. Dame. Il y a des jeunes devant. Bravo. Ma question va pour Monsieur Magdeleine. Vous avez parlé d'un business plan d'investissement pour 2032. Donc, avec quel argent vous pensez que ça pourrait être financé et est-ce que vous croyez en la capacité du gouvernement à financer un business plan pareil, sachant que voter un budget devient de plus en plus compliqué? Merci. Alors, on va prendre d'autres questions comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, le monsieur. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, j'ai créé mon entreprise, si vous voulez. J'ai utilisé du LBO. Et le problème qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est le temps qu'on passe avec la bureaucratie. Et comment on peut expliquer à un gouvernement que pour développer l'emploi, il faut simplifier. Quand on regarde toutes les réglementations qu'on a, et j'ai l'impression, si vous voulez, que le digital a créé encore plus de bureaucratie. Donc, comment peut-on faire? Est-ce que vous avez des idées dans ce domaine? Parce que vraiment, il y a des moments, c'est infernal. On passe moins de temps chez les clients et vis-à-vis de notre personnel qu'avec l'administration. Merci, monsieur. Une autre question? Ah, deuxième jeune. Alors, ma question, c'est aussi pour Monsieur Magdeleine. Ah bah, dis donc. Avant, vous avez parlé de 2 milliards d'euros qui n'étaient pas investis à cause d'une règle imposée par les Américains. S'ils ne sont pas investis, ils sont où? Voilà. Bonne question. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non? Là. Et peut-être une question plus générale, c'est est-ce que c'est pas aussi un problème d'éducation ou de culture à la fois financière et de là je vois on parlait de la présence de nos jeunes, c'est cette capacité à comprendre ce qu'est la dette et finalement ce qui est pour l'État la gestion d'un budget ou pour l'entreprise la gestion d'un compte de résultat. Et je dis ça pas uniquement dans le petit monde des rencontres économiques, mais de manière plus générale dans la société civile. Merci. Est-ce qu'on explique bien la problématique de la dette? Oui, c'est vrai que c'est une vraie bonne question. Et comme je ne sais plus qui disait, une dette c'est aussi une créance, ça les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'on vante l'épargne et on oublie qu'en fait la dette, le revers de la dette c'est l'épargne. C'est difficile de vanter à la fois l'épargne et de critiquer la dette. Anyway, pardon. Donc allons-y, répondons. Alors Serge, vous avez plein de questions. Essayez d'être concis parce que d'être concis pour voilà. Sur le business plan France 2032 que j'appelle de mes voeux, il faut savoir qu'un business plan c'est pas simplement un financement, c'est une stratégie. C'est où veut-on être en 2032? Dans quel secteur stratégique la France veut-elle être un leader mondial ou un leader européen? Donc définir où on veut être en 2032, c'est déjà le début du business plan. Deuxième partie du business plan, c'est comment on y va. Donc où on met le poids du corps dans l'investissement? Quel renoncement on fait? Parce que si on investit le poids du corps quelque part, on ne peut pas l'investir autre part. Donc, quel renoncement on fait? Et enfin, le troisième volet, c'est comment on finance tout ça? Et là, je rejoins votre question. Avec de l'argent public, oui. Avec de l'argent privé, aussi potentiellement. Et ça me permet de répondre à la deuxième question de votre collègue. Je m'interromps une seconde sur le plan d'investissement. Je crois que c'est considérable la question qui est posée. Et il faut bien que tout le monde s'y mette pour se dire que l'État ne pourra pas tout et ne pourra pas tout faire dans le plan d'investissement. Donc il y a un relais puissant parce que celles qui mettront en place les investissements, ce sont les entreprises. Et les grandes entreprises ont tout un tas de sous-traitants, toutes des cohortes d'entreprises avec qui elles feront tous ces investissements. Mais ça n'est qu'en s'appuyant sur les deux éléments et que l'efficacité
du propos, le bon calibrage des investissements, là où il faut intervenir. Toutes les grandes entreprises de la FEP, elles sont présentes extrêmement largement dans tous les secteurs que vous avez cités, et notamment dans tous les secteurs stratégiques. Donc c'est avec les cohortes d'entreprises, parce qu'en plus, quand les grandes entreprises de la FEP, elles ont des quantités de sous-traitants. Elles embarquent derrière elles tout un secteur et qui est absolument crucial. Et là aussi, ça rejoint la question de la formation, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les écoliers, devenant des étudiants, devenant des apprentis, rentrent dans les entreprises avec une connaissance qui soit plus grande et qui permette de répondre à tous ces défis considérables. Merci. Et la deuxième question, en appliquant strictement la règle BAL 2 et en privant de 2000 milliards les banques européennes de financement, ces 2000 milliards, ils existent au bilan des banques et nous allons être contraints de les garder en fonds propres et donc de les investir dans des OAT, donc des obligations du Trésor, comme disait Patricia, pour financer le passé. Donc plutôt que de l'investir en crédit pour financer l'avenir, les infrastructures, la décarbonation, nous allons être contraints de les garder pour financer le passé. Et sur la réglementation... Oui. Non, je prends 30 secondes, ma casquette d'ancien banquier central là, pour réagir peut-être. Bon, déjà, BAL 4, en matière sémantique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est BAL 3. Et puis rappeler quand même, il faut se souvenir qu'au cours des 20 dernières années, toutes les crises que l'on a eues avant Covid avaient une origine financière, où le secteur financier a soit été à l'origine ou a amplifié les crises. Là, depuis Covid, on l'a vu aussi au moment de la crise en Ukraine ou au moment de l'Iran, le secteur financier a au contraire joué un rôle stabilisateur, amortisseur. Et ceci, ça tient au fait que grâce aux réformes qui ont été appliquées après la grande crise financière, on a mis en place des coussins qui ont fait que le secteur financier était beaucoup plus résilient et a pu cette fois-ci justement soutenir les entreprises pendant la crise. Donc il ne faut pas oublier aussi le rôle de la régulation prudentielle dans l'économie. Bertrand, vous vouliez répondre sur la bureaucratie? Non, oui, elle est lourde, vous avez évidemment parfaitement raison. Je voudrais quand même donner un petit signe de sentiment positif d'évolution, notamment au niveau de l'Europe. Je pense que les choses sont en train de bouger, alors trop doucement, toujours trop doucement, mais il y a quand même une vraie prise de conscience aujourd'hui. Et je vais juste le prendre à travers un exemple qui est par exemple le secteur du nucléaire. Alors ce n'est pas de la réglementation, mais c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet européen. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une position européenne, et même von der Leyen a pris une position officielle en reconnaissant qu'il y avait eu des erreurs de par le passé. Donc je pense qu'on est quand même dans ce mouvement, alors qui s'impose à nous, hein, avec la géopolitique, mais je pense qu'on est dedans, et je crois que ça doit aussi nous rendre de la confiance aussi. On a des jeunes avec nous, il faut garder cette confiance, on a des entrepreneurs, enfin voilà, ok, on a des contraintes, mais il y a quand même ça qui est... Les lignes sont en train de bouger, je crois vraiment. Merci. Benoît Tassou, vous voulez répondre à la question de la littératie financière? Oui, je partage le propos du monsieur avec la casquette LA sur l'éducation financière. Quand je disais mon point sur notre capacité à réallouer l'épargne des Français vers l'économie réelle, en fait, on peut penser qu'il y a une aversion naturelle des Français au risque. Les études montrent que c'est faux. On est plutôt dans la moyenne internationale. Ce qui oriente l'épargne, c'est la réglementation, la fiscalité et l'éducation financière, et aussi le rôle des intermédiaires. Et donc, effectivement, il faut que l'industrie financière, avec la digitalisation, facilite l'accès à l'épargne et à l'investissement dans des produits de long terme. D'accord. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Olivier Garnier de faire la synthèse de cette table ronde, s'il y arrive. Non, je ne vais pas faire la synthèse. Je vais peut-être juste... reprendre juste 2 ou 3 points de la discussion. Je crois qu'il y a une première formule de Patricia que j'ai bien aimée, qui a été de dire la dette est toxique quand elle finance le passé et elle est utile quand elle finance le futur, quand elle finance l'avenir. Avec comme problème, et c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est que la dette, au bout d'un moment, quand elle gonfle, finalement, on s'endette, et on le voit pour les États, pour payer la dette passée. Donc même de la dette utile devient toxique en ce sens qu'elle finance le passé. Et puis la deuxième formule, là, c'est, Christian a dit à un moment aussi, la politique budgétaire ne doit pas tout faire. Il faut regarder aussi le dénominateur du ratio dette sur PIB. Donc ce qui veut dire 2 choses, le rôle du secteur privé, et puis deuxièmement, les réformes, justement la politique aussi vis-à-vis des normes, alléger les normes, c'est tout ce volet-là aussi qui importe. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous pour cette table ronde riche.